Personal branding, c'est un peu un gros mot. Déjà, c'est un anglicisme. Dedans, on voit personal branding, on se dit c'est bon, c'est un truc d'influenceur. Pas du tout. Donc, c'est un peu réducteur. Marque personnelle, je l'entends plutôt comme quelle est la marque que tu veux laisser chez les gens avec qui tu interagis. L'objectif dans un contexte professionnel du personal branding, c'est l'autorité. C'est pas de devenir un influenceur. Étape numéro 1, choisir son canal. Il vaut mieux trouver un truc régulier à un post par semaine et tenir là-dessus que en faire 5 posts par semaine pendant un mois et tout arrêter. Ça, c'est trop dommage. Mes points de vue sur le personal branding, sur la réputation, c'est que le personal branding, dans le sens prendre la parole en son nom, c'est un levier ultra méritocratique. Lisez ce que vous écrivez à haute voix et si ça sonne bizarre, c'est que c'est peut-être pas encore ça, quoi. Les insights, ce qui est génial en fait, c'est que c'est un élément qui est accessible à tous et qui permet de construire son autorité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème super important si vous êtes freelance ou solopreneur, surtout à l'heure des réseaux sociaux et où tout notre business se signe en ligne. Comment avoir une bonne réputation sur les internets? La meuf commence par une énorme phrase de boomer, mais c'est volontaire. En fait, quelque part, on est submergé de stratégies sur comment poster sur Instagram, sur LinkedIn, sur machin, etc. Au point que parfois, je trouve que ça vide un peu les conseils de leur substance et on oublie les choses essentielles que nous, on doit faire en freelance et en solopreneur, et on n'est pas des influenceurs. Et donc voilà, pour vous parler des 5 choses à faire absolument pour avoir une super top réputation et donc derrière augmenter vos prix, bien sûr, de freelance et de solopreneur, être hyper désirable, ne pas avoir besoin de prospecter, j'appelle l'expert de la bonne réputation sur Internet, puisqu'il a un podcast du même nom. J'appelle Mathieu Bernard. Salut Mathieu, bienvenue au board. Salut Flavie, merci beaucoup de me recevoir sur le board. Écoute, très très honoré parce que j'ai vu que ton podcast Bonne Réputation a dépassé les 100 épisodes. Donc bravo quoi, tu fais une petite fête pour l'occasion, une petite surprise. Merci. Non, tu vois, c'est allé tellement vite que je m'en suis même pas trop rendu compte, mais c'est une très bonne idée. Je devrais rassembler tous les invités et faire un truc en physique. Ce serait super, c'est une super idée. Bon, écoute, on en reparlera à la fin. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on parle de ce sujet, qu'on se fasse une petite fête. Je dis ça, mais moi, c'est les 5 ans du board, donc faudrait que je réfléchisse à organiser un event. Alors, bravo, parce que c'est énormément de travail. Mettez 5 étoiles à Flavie parce que 5 ans dans le podcast, je sais de quoi je parle. Ça fait 2 ans que j'y suis. C'est vraiment difficile d'y rester. C'est clair. Alors du coup, j'ai une question peut-être un peu poil à gratter pour toi avant que tu nous donnes les 5 trucs à faire pour avoir une bonne réputation. Parce que quand je te lis sur LinkedIn ou quand j'écoute le podcast, tu parles souvent de personal branding. Oui. Et peut-être que j'ai des croyances limitantes entre guillemets, mais je me dis vraiment le personal branding quand on est freelance, est-ce que c'est pas un peu un truc pour se toucher? Est-ce que vraiment on a besoin de faire son personal branding? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'un dirigeant d'entreprise du CAC 40 pour éviter les vicissitudes, les bad buzz, il travaille son truc et il a des équipes pour faire ça. Mais nous, est-ce que c'est accessible pour nous ou pas? Oui, en fait, t'as raison. Démarrons là-dessus juste pour poser les choses. Personal branding, c'est un peu un gros mot. C'est un anglicisme. Dedans, on voit personal branding, on se dit c'est bon, c'est un truc d'influenceur. Pas du tout. Donc c'est un peu réducteur. En gros, moi, je m'en sers pour me positionner parce que c'est un mot qui est bien compris par les gens et par ma cible. Donc j'ai compris que c'était compris et donc je l'utilise. Mais on se comprend, on va dire, c'est ça. Mais c'est un mot qui est très réducteur pour dire que moi j'aide les gens dans un contexte professionnel, donc ça peut être des freelances ou des dirigeants, à se positionner, à travailler leur message, à prendre leur parole en leur nom selon des objectifs business. Et le personal branding, en français, ça s'appelle marque personnelle, et je préfère le dire en français. Marque personnelle, je l'entends plutôt comme quelle est la marque que tu veux laisser chez les gens avec qui tu interagis. Et ça démarre dans la vie réelle. Et c'est juste que personal branding, on digitalise un peu cette marque personnelle. Mais il faut toujours réfléchir à quelle est la marque que je veux laisser chez les autres, que ce soit une personne ou des milliers par un post LinkedIn. Et donc, le truc le plus important, c'est la réputation, tu vois. C'est la digitalisation de la réputation. C'est le mot le plus important. Mais et donc, dans un contexte... Dans ton explication, c'est que c'est aussi à des fins professionnelles. Donc, c'était envie de marquer les esprits pour vendre quand même son service ou son produit. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est bien que tu le redises dans ta définition parce que parfois, on a un peu l'impression de voir, je sais pas, des discours larmoyants, des photos en bikini, des trucs de vacances. T'as envie de dire, mais je comprends pas en quoi ça sert le business de telle ou telle personne, tu vois, de se montrer dans ce contexte. Donc voilà. Je sais que pour certains freelances, on verra que ça peut servir. Cet épisode, ils sont titillés, mais ils ont pas envie non plus
dévoiler. Donc, tu nous aideras peut-être aussi à avoir le bon mix aussi entre qu'est-ce qu'on montre de notre vie perso et qu'est-ce qu'on montre de notre activité pour pas être trop chiant, mais pour pas être non plus trop putaclic, on va dire. Ouais, exactement. On va voir le mix et juste, voilà, je le redis, l'objectif dans un contexte professionnel du personal branding, c'est l'autorité. C'est pas de devenir un influenceur. Et donc, on va tout décliner en fonction de ça. L'objectif, c'est de définir son autorité sur son expertise, parce qu'un personal branding, ça vend pas, c'est l'autorité qui vend derrière. Donc voilà, c'est juste je pose ça là avant de parler de tout ce dont on va parler. Bon, C'est important. Moi, je vais poser une petite chose là aussi. Abonnez-vous à la newsletter du board parce que je vous mets du lourd. Mathieu est venu et il vous a préparé un template Notion sur lequel vous allez pouvoir créer du coup votre minimum viable personal branding de freelance et de solopreneur. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait l'exercice et même pour ceux qui l'ont fait il y a un petit moment, je vous conseille, c'est un super exercice justement pour comprendre comment construire votre autorité et mettre en place les 5 éléments dont on va parler pour vendre plus et avoir une meilleure réputation sur Internet. Alors, c'est hyper dense comme sujet, je pense qu'on pourrait faire plein de mini-séries. Mathieu, tu commencerais par quoi? C'est quoi ton conseil numéro 1 pour soigner sa réputation en ligne? Ouais, conseil numéro 1 ou même étape numéro 1. Allez, on y va dans le très concret, c'est choisir son canal. Donc, selon votre business, il va par exemple y avoir des business où votre cible va être plus sur Instagram ou votre cible est plus sur LinkedIn. Donc, c'est ça dont je parle quand je parle de canal. C'est un canal de création de contenu, mais aussi de diffusion. Et donc, il y a 3 étapes, je dirais, juste dans le choix des canaux. C'est très important d'en choisir un seul au début, de choisir un canal de visibilité à court terme. Au début, il n'y a pas le choix, il faut être visible pour avoir des opportunités. Et donc, à très court terme, il faut choisir un seul canal, bourriner dessus, et il doit apporter de la visibilité. À moyen terme, c'est bien d'avoir un canal de rétention. Là, je pense à une newsletter ou un podcast. C'est des canaux qui permettent d'être plus proche de son audience et surtout d'être propriétaire de son audience et pas locataire, comme sur les réseaux. Voilà, il y a deux dimensions. Mais du coup, pour choisir son premier canal, et là je dis bourriner sur un canal parce que sinon on dilue l'effort et c'est très compliqué d'être bon sur plusieurs canaux en même temps. Il y a 5 questions à se poser. La première, c'est la plus importante, c'est est-ce que mes prospects ou ma cible sont accessibles sur cette source de trafic, sur ce canal? Donc par exemple LinkedIn, est-ce qu'ils sont là? Ok. Où en est le niveau de concurrence sur ce canal aussi? Peut-être que c'est vachement pris déjà, qu'il y a déjà beaucoup de monde et ça va être plus compliqué. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est est-ce que moi, je suis équipé pour percer? Est-ce que je suis à minima fait par ma personnalité pour faire 30% mieux que la moyenne? Sur LinkedIn, c'est plutôt de l'écrit. Sur Insta ou TikTok, c'est plutôt se mettre en vidéo à l'oral. Selon la personnalité et les compétences, il peut y avoir aussi ce truc-là qui joue. La quatrième question, c'est combien de temps je suis prêt à attendre avant que ma stratégie donne des résultats. C'est très important pour le premier canal parce que sur LinkedIn, on sait qu'en un post, on peut avoir 1 million de vues si on a de la chance, mais c'est vraiment possible. Et donc, on peut avoir rapidement de la visibilité. Sur YouTube, par exemple, qui est un canal très mature, avant d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. En gros, ça va prendre beaucoup plus de temps sur certains canaux d'avoir des résultats. YouTube, Insta, c'est des canaux très matures et donc c'est beaucoup plus dur, à moins de mettre de la pub, d'émerger. Voilà. Donc, combien de temps je suis prêt à attendre? Et ensuite, quel est le volume de trafic que je peux capter avec cette stratégie? Et là, encore une fois, c'est très important dans le choix du premier canal. C'est les 5 questions pour choisir son canal. Est-ce que c'est clair? J'essaie d'être rapide. Hein. J'adore ce que tu décris. Alors, on a fait un épisode ensemble aussi sur bonne réputation. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment moi j'ai choisi ces canaux et tout, allez voir un peu, c'est les backstage. Mais voilà, petit aparté, moi j'étais partie sur Insta. Je sais pas, parce que j'avais honte. Peut-être j'avais peur de parler sur LinkedIn parce que j'étais encore salariée. Donc, je suis allée me créer un compte sur Insta et tout. Je me suis un peu cachée. Et après, très rapidement, je me suis rendu compte que ma cible, évidemment, elle est en extrême majorité sur LinkedIn parce que c'est là que les freelances vont chercher des clients. C'est là qu'ils échangent avec leurs clients B2B qui sont quand même majoritairement les freelances sont B2B. Donc tu vois, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je me suis posé la question, est-ce que je me diversifie? Mais à chaque fois que je me regardais me diversifier, je me voyais me diluer et avoir beaucoup moins de résultats. Alors que si je postais limite 2 fois plus sur LinkedIn, j'avais genre 10 fois plus de résultats. Donc c'est quand même flagrant, mais c'est bien pour résister à la FOMO aussi de pas être partout, quoi. C'est important que tu le dises et qu'on le dise. Toi comme moi, on a à minima LinkedIn, une newsletter, un podcast. Je crois que tu as beaucoup plus même de canaux que moi. Très important quand on se lance de surtout pas se comparer
de faire pareil que des gens qui sont, moi, ça fait 3 ans que je suis à fond, toi, ça fait 5 ans, qui sont là depuis longtemps parce qu'ils ont eu le temps de construire un par un les canaux. Mais si on déconstruit les choses, je suis sûr que tu les as bossés un par un et que tu as eu à chaque fois une priorité. Alors que se lancer sur tout en même temps, c'est une grave erreur. Donc voilà, ne pas se comparer et démarrer par un canal, si possible un canal qui apporte de la visibilité. Et moi, j'ai quand même pas mal coaché de personnes dans l'incubateur, par exemple, qui ciblent même du B2C et tout, et qui hésitent à aller sur LinkedIn. Et tu vois, pour ton point numéro 2 ou 3, je me rappelle plus, la concurrence, moi, je leur ai dit, attends, mais va sur LinkedIn, parce que, par exemple, tu vises des coiffeurs, mettons, des fonctions pas trop digitalisées. Ouais. Déjà, il y en a plein. L'autre fois, j'avais fait un petite recherche dans Sales Navigator, il y avait genre 15 000 coiffeurs. Donc j'ai dit, tu vois, avant de prendre ton téléphone, alors oui, t'as peut-être pas les, je sais pas combien de coiffeurs, les 50 000 en France, mais t'en as déjà 15 000 qui sont là. Si sur les 15 000, il y en a 2-3 000 qui sont méga actifs, ça ira beaucoup plus vite de choper que sur Insta, peut-être, où tu vas être noyé dans la foule. Ouais, c'est très bon. En fait, c'est parfois il faut se dire que tout le monde est sur LinkedIn. Il y a, je crois, en France, c'est presque 30 millions. Je crois que c'est 90% de la population active. Donc il y a plein de gens qui sont passifs, qui sont pas actifs, mais donc on les voit pas, mais eux ils nous voient. Et il y a aussi un truc, c'est que faire le petit pas de côté. J'ai conseillé à une nana qui est experte TikTok, qui fait du TikTok pour les entreprises, de se lancer sur LinkedIn. Mais en fait, elle a tous ses leads pour faire de l'expertise TikTok via LinkedIn. Et elle est indépendante et en 2 mois, elle est full. Donc, parce qu'en fait, les gens de TikTok qui sont très forts sur TikTok, ils pensent pas que des posts LinkedIn, ça va leur, ils pensent pas que les gens qui veulent faire du TikTok sont sur LinkedIn. Donc, moi qui suis nulle sur TikTok, typiquement, j'ai même pas TikTok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas l'app. Donc, forcément, si elle me prospecte tu lui diras, va prospecter ta vie sur LinkedIn. On dira à Anna de te contacter. Ok, alors est-ce que tu as peut-être un petit défi à nous lancer sur cette partie choisir le bon canal en freelance ou solopreneur? Choisir le bon canal en freelance et solopreneur. Alors, il y a à se poser ces 5 questions, mais sinon il faut tester. Moi, je peux vous donner un défi qui va être dans le lien que tu vas mettre dans l'épisode, dans le Minimum Viable Personal Brand, là, qui est un template Notion, où j'ai un template, un modèle de post pour se lancer sur LinkedIn. Ça prend vraiment 1 heure en tout et pour tout. C'est un template, je me lance sur LinkedIn et j'ai à la fois la structure du post, des exemples, et c'est vraiment très templaté, très charté avec une photo de soi, etc. Je le fais pour pas mal de clients qui se lancent. C'est le seul où j'ai vraiment un template parce que ça vaudrait pas le coup de s'en priver. Donc ça, je vous recommande d'aller voir et de tester, puisqu'on a beaucoup parlé de LinkedIn, de vous lancer sur LinkedIn en vous disant que de toute manière, B2C ou B2B, c'est à peu près le seul réseau en France où il y a à peu près toute la population active. Donc c'est pas perdu. Lancez-vous sur LinkedIn. Hyper Faites le test sur un post. Ton template, et en plus, j'allais dire, c'est quand même pas très coûteux. Enfin, tu vois, ni en temps ni en argent, parce que je veux dire, se lancer sur YouTube, c'est quand même autre chose. Faut un concept, faut tourner des vidéos, les monter. Enfin, voilà, c'est quand même carrément différent de prendre 1 heure pour écrire un post sur LinkedIn. Trop bien, merci beaucoup Mathieu pour tout ce que tu mets à notre service comme outil. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on passe à la 2e étape pour avoir une excellente réputation en freelance et solopreneur sur Internet. C'est parti. Alors Mathieu, en route vers la bonne réputation en freelance ou solopreneur sur Internet. Là, normalement, on a choisi du coup notre plateforme de découvrabilité pour commencer à faire parler de nous. Et là, c'est le drame, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas ce que t'en penses, mais le plus dur, c'est pas choisir une plateforme, c'est se dire, qu'est-ce que je vais raconter? Surtout quand on est freelance, il y a beaucoup d'objections du style, je peux pas trop parler de mes missions clients, c'est souvent un peu confidentiel, ou alors c'est chiant, je sais pas, les gens vont penser que c'est chiant, je sais pas, je fais du référencement SEO. Alors, comment tu nous conseilles d'aborder ce côté stratégie, positionnement, là, de qu'est-ce qu'on va raconter en ligne? Ouais, c'est une très bonne question et ça fait peur à beaucoup de monde. Et je te propose de voir la partie positionnement pour le moment sur ce 2e point. C'est, je pense, l'élément le plus difficile parce qui peut pas trop être remplacé par l'IA. L'IA commence à très bien écrire des posts, des contenus, etc. Mais se positionner, ça fait appel à des questionnements profonds, une introspection, et donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de raccourci, quoi. Faut vraiment un peu se poser sur ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire. C'est un peu l'ikigai, ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, ce qui est utile aux gens et ce pourquoi on peut être payé. Et donc, ça va se concrétiser comment? Je vais le donner de manière très concrète dans un contexte business. Il faut arriver à matérialiser, à dire très clairement ce que tu proposes d'atteindre. Un positionnement, ça doit dire que tu fais passer d'un point A à un point B quelqu'un qui a un problème. Et donc, si on le découpe,
ça se découpe en pour qui, quoi, comment, et c'est bien d'avoir des éléments de preuve sociale ou de réassurance. Je vais donner un exemple hyper concret. Moi, mon positionnement, qui se retrouve du coup, si on prend LinkedIn, pour les indépendants qui sont sur LinkedIn, sur notamment le titre du profil, donc vraiment l'élément du titre et l'élément bannière. Donc moi, mon exemple concret, c'est personal branding pour CEO en 1 heure par semaine. Et j'ai plus de 110 CEO accompagnés. Donc le pour qui, quoi, comment, avec de la preuve sociale. Ça, moi j'aime bien au début conseiller de plutôt le marquer comme ça, de manière très très concrète, littérale. On sacrifie toute la beauté sur l'autel de la clarté. Vaut mieux être clair et parler le langage de la cible. Donc moi, je sais que ma cible comprend personal branding, elle va se reconnaître en CEO, même s'ils sont dirigeants ou fondateurs. Et ils ont besoin d'être rassurés. Ensuite, sur la bannière, par exemple, là, je vais mettre passer d'inconnu au bataillon à leader d'opinion. Là, je vais expliquer que je fais passer du point A au point B. Je vais essayer de l'imager, ne laissez plus les autres parler à votre place. Mais ça vient compléter le positionnement. Mais j'ai vraiment besoin de l'élément concret. Et donc, c'est comme ça que je conseille de le faire. Et alors, je suis vraiment team clarté, hein, ça c'est sûr. En plus, dans le titre, il y a un peu une logique de SEO. Parce que l'autre fois, je sais plus ce que je cherchais, genre JSO, un truc comme ça, Generated Search Optimization, un truc comme ça. Si tu fais du SEO, que t'as pas ça dans ton titre en ce moment, je vais pas te trouver en freelance. Enfin, tu vois. Exactement. Donc, en fait, vraiment, ça compte. Et on évite comme ça les titres qui veulent rien dire. Enfin, j'ai trop rigolé l'autre fois. J'ai fait une vidéo, je vous la mets en lien sur un petit peu comment trouver des clients en freelance sur LinkedIn. Ok. Et donc, j'ai analysé plein de titres de freelance. Je suis vraiment tombée des nues, quoi, parce que c'est incompréhensible, en fait. Soit c'est hyper générique, soit c'est la fée du positionnement 360 machin. Ouais. On ne comprend rien. Je suis d'accord avec toi. Avant qu'on trouve le truc parfait, vaut mieux un truc assez littéral, assez facile à comprendre. C'est la porte d'entrée. En fait, dites-vous, souvent, j'ai plein de gens qui font plein de choses qui sont super forts. Par exemple, j'ai accompagné une naturopathe, mais ça fait 30 ans qu'elle est dans le domaine et donc elle est thérapeute, elle est hypnothérapeute. En fait, elle fait plein de choses, elle est même un peu chamane. Mais en fait, elle voulait tout mettre. Et c'est pas possible. Je lui ai dit, il faut que tu trouves une porte d'entrée claire pour que les gens entrent dans ton monde et ensuite tu peux expliquer tout ce que tu fais. Et donc, quand on fait plein de choses comme ça peut être assez difficile, mais il faut faire un choix de quelle est la porte d'entrée la plus simple, qui va toucher le plus de monde, qui va m'amener, qui va me rémunérer. Et ensuite, je peux expliquer que je les aide à faire ça. Elle, dans son cas, il se trouve que vous vous souvenez, j'ai dit pour qui, quoi, comment. Il se trouve qu'elle s'est spécialisée en 30 ans sur les hypersensibles. Donc en fait, la porte d'entrée qu'on a dessinée, c'est je me souviens plus exactement du mot, mais naturopathe, j'aide les hypersensibles à faire de leur hypersensibilité une force. Je le dis mal, mais c'est à peu près ça. On a vraiment ciblé sur le qui, les hypersensibles. Elle a dit 30 ans de naturopathie, 2500 personnes hypersensibles accompagnées. Et donc, c'est une porte d'entrée. Et après, elle peut raconter tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle fait comme type de thérapie pour les aider. Mais voilà, ça doit être hyper clair. Et je pense que c'est pour ça aussi que les freelances luttent, parce que, en fait, souvent, ils n'ont pas leur offre. Donc, tu vois ce que tu décris. Ouais. Toi, t'appelles ça positionnement. Moi, que je trouve un mot un peu, j'ai jamais trop compris en marketing si on parlait de positionnement premium et tout. Moi, je dirais presque que c'est l'offre, en fait, parce que l'offre au sens large, ou en tout cas le problème que tu résous en freelance. Et tu vois, dans l'incubateur solopreneur, j'ai ma méthode de freelance à solopreneur où il y a le premier pilier, c'est l'expertise. On commence par ça et souvent les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont plutôt un intitulé dans un organigramme, par exemple Chief Marketing Officer externalisé. Ouais. Mais quand je leur dis quel problème tu résous concrètement, ils ont du mal. Donc peut-être ça pourrait être une bonne combinatoire de travailler votre offre et puis souvent, je conseille aux gens de mettre leur offre en fait sur leur titre LinkedIn parce que c'est plus facile. Voilà, mais peut-être faire un mix des deux pour avoir à la fois l'autorité que tu décris et quand même préciser le problème que tu sers et pour pas te retrouver dans l'océan rouge des directeurs marketing 360 à temps partagé où il y en a des pelletés quoi sur LinkedIn. Ouais, c'est clair. Là, il manque le qui en fait. Dans directeur marketing, en fait, c'est toujours dans le positionnement. Il faut se dire que le seul truc, c'est je me positionne face à qui, quoi. C'est juste pour l'imager, c'est comme ça. Je pourrais faire plein de trucs, mais à qui je parle, c'est le truc le plus important. Si on a fait son offre, c'est génial, mais il faut vraiment se dire à qui je parle en priorité, en tout cas. Donc, ok, bon, on a notre canal. Est-ce qu'on a notre positionnement ou est-ce qu'il reste des trucs à personnaliser? D'ailleurs, on parle de LinkedIn, mais ça peut être votre bio sur Instagram, hein, parce que c'est pareil. Les bios, ça peut être un peu vaporeux. Est-ce qu'il nous reste des choses ou est-ce que tu es prêt à nous donner le petit défi positionnement?
Ouais, je pense que c'est déjà bien là pour le positionnement. Et donc, tu as eu raison de parler de l'offre. Là, je présuppose qu'on parle juste de personal branding aujourd'hui et de Mm. réputation, qu'on a quand même travaillé son offre. Positionnement pour qui, quoi, comment, avec des éléments de preuve sociale. Arriver à prioriser et à répondre à ces questions, c'est déjà super. Maintenant, le défi que je peux donner, c'est un défi de sémantique. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de branding, ok? Une marque, ça c'est le point commun entre une marque de produit et une marque personnelle. Une marque, elle n'est vraie que dans la mémoire des gens. Et donc on parle de champ sémantique. Et par exemple, Coca, ils ont fait au-delà du produit critiquable, etc. Ils ont fait un travail de marque qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense à Coca, on pense à happiness. Tu vois. Mm. Et en fait, c'est pareil pour les gens. Il faut se dire quand on pense à moi, on doit penser à certaines choses. Moi, on doit penser à personal branding, on doit penser à expertise, on doit penser. L'exercice que je propose, c'est d'aller demander à, à 5 personnes, mais 5 personnes de confiance, mais qui se connaissent pas forcément, 5 personnes dans l'entourage perso, dans l'entourage pro, etc. 5 personnes de confiance, quels sont les 3 mots, allez, les 5 mots qui te viennent en premier quand tu penses à moi. Et en fait, ça te donne un aperçu de où en est ta marque d'un point de vue sémantique dans la tête des gens. Qu'est-ce que tu envoies aux gens? Et là, ça permet de mesurer l'écart de ah oui, bah d'accord, j'en suis là. Déjà, on va peut-être apprendre des choses et se dire ok, en fait, moi, c'est vers là que je veux aller. Je rigole parce qu'en fait, j'étais en soirée avec des parents d'élèves, enfin, tu vois, rien à voir. Il y en a un Ok, qui dit, je crois que j'ai rencontré une fille qui a suivi ta formation, quoi, hein, parce que quand elle s'est présentée dans le groupe, elle a dit, moi, je suis solopreneur. ok, Et ben j'étais mort voilà. de rire parce que voilà, c'est sûr, ça fait partie des mots attachés. Et moi, tu vois, je l'ai mis dans ma bannière. J'ai mis un conseil par jour pour devenir solopreneur. Ouais, Puis après, il y a peut-être scalable, ça j'ai dû le mettre dans mon machin, mais voilà, ce mot, je suis pas la seule à l'utiliser, mais clairement, c'était pour devenir aussi une des références, si ce n'est la référence sur le sujet en France, quoi, pour du coup évangéliser, décortiquer, aider les gens à être solopreneurs. ouais. C'est pas grave si t'es pas la seule. Ça doit pas être des mots forcément originaux. Hein. C'est les Ouais. mots que les gens disent. Voilà. Ouais, comme ça, si tu cherches, au moins tu me Ouais, trouves. c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, ben cool. Eh ben écoute, Mathieu, j'aime bien. On avance comme dans un petit jeu de piste. Là, je pense que déjà, on va avoir pas mal de personnes qui ont eu des petits moments, ok, où ils se disent, allez, c'est bon, je l'ai. Donc, si d'ailleurs vous voulez commenter, n'hésitez pas. Hein. Sur YouTube, on peut regarder un petit peu votre positionnement. Sur Spotify aussi, on peut faire des commentaires. Donc, n'hésitez pas à venir nous passer une petite tête et à nous parler avec Mathieu. Et Mathieu, je te propose que justement, on rentre dans le dur maintenant qu'on a notre canal. Yes. Et ce qu'on fait et pour qui, ça y est, il va falloir prendre la parole, peut-être Ouais. écrire des posts, créer des vidéos. Ça va être la stratégie de contenu. C'est parti. Alors, la stratégie de contenu, grosso modo, c'est qu'est-ce qu'on raconte, quoi. C'est j'ai le syndrome de la page Ouais. blanche. Tu m'as dit, Mathieu, que c'était bien mon positionnement, mais maintenant, qu'est-ce que je fais pour trouver mes clients de naturopathe? Qu'est-ce que je fais pour intéresser les décideurs CEO sur le personal branding? Est-ce que tu peux nous faire voyager un peu dans ta méthode quand on n'a pas en plus toute une équipe qui nous crée notre strat de contenu parce qu'on n'a pas d'argent pour faire appel à des professionnels pour nous faire ça? Ouais, bien sûr. On va y aller de manière très concrète et minimaliste parce que effectivement, stratégie de contenu, on pourrait y passer des heures ou des jours. C'est sans fin. Pour la stratégie de contenu, tu l'as dit, l'idée, c'est de se dire à qui je parle. Ça, normalement, on le sait déjà puisqu'on a travaillé le positionnement. Et surtout, qu'est-ce que je leur dis? Quel est mon message? Quel est le point de vue dont que je veux leur faire passer? C'est pas juste des thématiques. Hein. Je vais prendre un exemple. Il y a, par exemple, dans des gens qui parlent de climat, il y a des influenceurs climat, il y a Thomas Wagner de Bon Pote et Arthur Obeuf de Team for the Planet. Ils parlent tous les deux de la même thématique. Le climat, comment on fait pour baisser le CO2 émis. Et il y a Thomas Wagner, son point de vue sous-jacent, c'est que il faut alerter, mettre en avant les risques, fact-checker. Il est lanceur d'alerte, quoi. Il va prendre les gens, il va aller attraper les gens par plutôt la peur. Name Et voilà. Mais il y a plein de gens qui ont besoin de ça, qui répondent à ça. Arthur Obeuf, il va défendre la même cause, parler des mêmes thématiques, mais lui, son point de vue,
c'est qu'il a développé d'ailleurs même dans un livre, c'est que pour être actif et faire progresser le schmilblick sur le climat, faut chercher avant tout à être heureux, et donc il est sur un narratif plutôt du bonheur, comment on apprend à être heureux, etc. Il sert la même cause avec deux points de vue, vous voyez, complètement différents, et au final, il parle de la même thématique. Bon, bah, c'est un peu ça l'idée, c'est le cœur de la stratégie de contenu, c'est de se dire, et là je vais lister les éléments concrets, quelle est mon audience cible, donc à qui je parle, quel est du coup mon point de vue, quel est le point de vue que je veux amener auprès de ces gens-là, quels sont les messages sous-jacents que je martèle dans tous mes posts, 2 ou 3 messages qui en fait se lisent en filigrane de tous mes posts, quelles sont les thématiques que j'aborde pour marteler ces messages qui servent un point de vue auprès de ces gens-là, et ensuite à quelle fréquence je prends la parole, avec quel ton, et sur quels canaux. Et ça, on en a parlé au début. Au début, c'est bien d'être sur un canal, parce que déjà sur un canal, il peut y avoir plusieurs formats, comme sur LinkedIn, on peut faire de la vidéo, du texte, des carousels, déjà de quoi jouer. Et donc du coup, l'audience, on en a parlé. La conviction, ça va être vraiment donc le point, ce que j'appelle le point de vue fort, c'est quel est ton point de vue fort sur ton métier que tu es prêt à défendre. Et donc moi, par exemple, je pense que mes points de vue sur le personal branding, sur la réputation, c'est que le personal branding, dans le sens prendre la parole en son nom, c'est un levier ultra méritocratique qui casse les barrières qu'il y avait avant de faire partie de tel réseau, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre la parole et donc accéder à plein de monde, accéder à faire enfin, c'est un levier qui est ultra méritocratique. Et moi, je pense que aussi dans ma manière de pratiquer le personal branding, ça, je sais que c'est différent d'autres, que l'autorité, elle vient pas de la quantité du contenu, mais elle vient de la réputation. Et ça joue sur la qualité. Et je pense que même dans la rareté, je suis convaincu que résister au bruit, ça peut permettre aussi de créer une super réputation. Donc moi, j'ai une approche du personal branding qui est pas dans le toujours plus. Et donc voilà, c'est ça que j'essaie de défendre. C'est un vrai point de vue que j'ai. Et d'ailleurs, je parle à des dirigeants qui de toute manière n'ont pas le temps d'être influenceurs. Et donc j'essaie de les aider à cultiver une prise de parole puissante, dense, mais pas du tout quantitative et diluée. Ça, c'est ma conviction. Et ensuite, les messages en dessous de cette conviction, c'est maintenant, bah moi, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que qu'est-ce que je répète tout le temps. Ça peut être là, il faut en trouver 2-3 max. Hein. C'est ne rater. Enfin, ça peut être. Qu'est-ce que je dis dans mes messages. Moi, ça va être augmenter. En fait, c'est les trucs que je vends, tu vois. Ça va être augmenter. Moi, c'est la triptyque augmenter votre visibilité. C'est tellement évident maintenant pour moi que je les matérialise plutôt. Augmenter votre visibilité, tu vois. Il y a besoin d'être visible, mais surtout augmenter votre crédibilité. Et puis après, soyez plus libre en fait. Augmentez votre liberté parce que vous êtes plus libre de choisir avec qui vous bossez, etc. Inverser le rapport de force. Ça, c'est des messages que je délivre. Je peux prendre un autre exemple d'une indépendante que j'ai accompagnée, qui elle est indépendante dans les achats. Elle aide des entreprises sur leurs achats. Et donc elle, sa conviction, c'est que les achats peuvent être un levier clé de transition écologique, tu vois, et que c'est pas forcément acheter le moins cher possible. L'objectif, c'est d'acheter smart avec un bon besoin. Pour bien acheter, il faut acheter smart, il faut pas acheter le moins cher possible. Et donc faire marcher la concurrence, sécuriser vos approvisionnements, acheter au bon prix versus le marché. Et donc elle est sur l'achat smart, et son message, c'est ne ratez aucune opportunité sur votre marché, devenez compétitif sur le marché sans dégrader vos marges, équipez vos équipes des meilleurs process. Et donc voilà, donc à chaque fois il y a la conviction et les messages, ça se rapproche un peu de ce qu'on vend. Et de ça découlent des thématiques. Donc moi, souvent après, une fois qu'on a travaillé ça, les thématiques sont évidentes. Moi, par exemple, c'est le personal branding, ma thématique, et donc c'est la réputation. Et là, après, je m'arrange pour l'adresser à plusieurs niveaux. Je vais parler, c'est du marketing, donc je vais parler des invariants du marketing et de la psychologie. Je vais parler du personal branding en général, en parlant par exemple d'exemples culturels dans le cinéma, etc. Et puis je vais parler du personal branding sur LinkedIn. Là, c'est très concret. Ouais, j'essaie d'adresser une seule thématique à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est clair là-dessus? C'est bon. Et après, donc là, il y a la fréquence. Bon, je sais pas quelle fréquence tu conseilles pour un freelance, par exemple. Pour pas se cramer non plus, c'est un peu le temps, c'est de l'argent, machin, mais pour rester quand même présent. Il y a un petit côté, moi, je trouve le top of mind.
moi qui suis un peu débordée, mal organisée, je reçois plein de messages, j'arrive pas à répondre à tout. Tu vois, typiquement, quand je vois quelqu'un passer dans mon feed, je me dis, oh putain, je lui ai pas répondu. Donc vraiment, je sais que ça marche, le top of mind, quoi. Ouais. C'est quand même fou. Ben, tu touches l'enjeu numéro 1 de la fréquence, c'est de développer une présence, de rester dans la tête des gens. Et donc, déjà, dans fréquence, ça sous-entend qu'il y a une régularité. Pour moi, c'est le plus important. Il vaut mieux trouver un truc régulier à un post par semaine et tenir là-dessus que en faire 5 posts par semaine pendant un mois et tout arrêter. Ça, c'est trop dommage. Voilà, la présence et la confiance, elles s'installent dans cette régularité. Ensuite, effectivement, alors là, j'ai un peu de data. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes et surtout, j'ai interviewé plus de 70 personnes dans mon podcast, des gens qui créent beaucoup de contenu. En moyenne, ce que j'ai comme data d'indépendants qui partent de zéro et qui se lancent par exemple sur un canal comme LinkedIn, moi j'ai surtout la data sur LinkedIn, c'est que généralement la première opportunité arrive au bout de 3 mois pour des gens qui postent entre 3 et 5 fois par semaine. Donc le premier deal et première opportunité entre 2 et 3 mois et signature au bout de 3 mois. Donc ça, c'est ce que j'ai noté, c'est ce que j'ai observé en posant à chaque fois la question dans mon podcast, au bout de combien de temps tu as eu des résultats? Et donc, il y a nécessité quand même de mettre une petite intensité. Moi, je dirais que si on part vraiment de zéro, 3 posts par semaine, c'est bien pour commencer, parce que a priori, au début, on a du temps et pas assez de clients. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ça peut être compliqué de le maintenir, mais je conseille pour un freelance quand même 2 à 3 posts par semaine, parce que lui, c'est ça qui lui ramène son enjeu, c'est de trouver des clients. Donc, c'est ça qui lui ramène, qui reste top of mind, qui entretient le réseau. Un dirigeant, lui, il a d'autres enjeux. Il représente son entreprise, il installe son autorité, il peut se faire inviter dans des podcasts, il est invité dans des conférences, il a plein d'autres armes et d'autres moyens. En plus. Et tu vois, moi, j'en parlais, faut pas oublier qu'il y a soit le travail amont, soit le travail aval, en fait, en freelance. Et en fait, les gens, ils sont là, ouais, mais toi, ça doit te prendre trop de temps de faire du LinkedIn. Bah, ça me prend du temps, mais en fait, c'est tout ce temps que j'ai pas à faire de prospection derrière. Donc, je pense ils oublient c'est poche gauche, poche droite, quoi. C'est où tu mets ton temps. Est-ce que tu le mets en amont et tu fais ta personal brand, ou tu le mets en aval et là, t'es en galère quand ta mission est terminée. Bah là, va prospecter dans le dur et ça, c'est chaud quand on en freelance et c'est ça que j'ai envie d'éviter à tout prix à nos auditeurs, quoi. Exactement. Quand tu postes, tu augmentes ton taux de conversion dans ta prospection. T'as plus de. Effectivement, si c'est toi qui m'envoie un message sur le soloprenariat, je vais te répondre. Alors que si c'est un inconnu qui a jamais posté, non mais c'est vrai. Sur LinkedIn, si c'est Flavie, je vais répondre. Si c'est quelqu'un d'autre qui me parle enfin non. En fait, je réponds pas. Je l'ai jamais vu. Donc ça, c'est clair que le taux de réponse est augmenté. Ça augmente l'efficacité de l'outbound, puisque là on parle d'inbound. Donc tout est lié. C'est vraiment important. Et moi aujourd'hui, je peux prendre mon exemple. Moi, je fais 2 posts par semaine et j'ai toujours tenu ça parce que je sais que je peux accélérer parfois, mais je le tiens pas longtemps d'en faire beaucoup plus parce que j'ai aussi un podcast, une newsletter. Et avec 2 posts par semaine, moi, ce que je regarde, c'est pas vraiment. Je sais qu'avec ça, j'arrive sur LinkedIn à avoir 1600 visiteurs en moyenne par mois sur mon profil. Et c'est ça la data la plus importante pour moi. Parce que finalement, quelque part, si j'ai moins de visiteurs, faut que je fasse plus de posts, mais c'est plutôt ça qui détermine. Et quand j'ai 1600 visiteurs par mois, avec mon autorité actuelle, mon business, etc., il y a le contexte qui compte. J'ai 2 leads qualifiés entrant par semaine. J'en ai un peu plus des non qualifiés, mais j'ai 2 leads entrants. Ça, c'est ma vérité. Il faut arriver aussi ensuite à se dire, ce rythme, il me convient parce que ça me rapporte tant de visites, tant de leads. Et avec l'expérience, on trouve aussi le rythme qui va. Et ça, je trouve, c'est assez bien d'avoir cette vérité-là. C'est pas juste un nombre de posts, c'est est-ce qu'ils sont efficaces, tu vois. Exactement. Et puis, tu vois, ça évite aussi de se faire prendre la main dans le pot de confiture où après tu postes, tu perds le vue, l'objectif business, parce que ça peut être aussi un mauvais effet, un effet secondaire des réseaux sociaux. Et on a fait un Solo Nation là-dessus avec du lourd, quoi, des solopreneurs comme Hugues Trijas, Sean, le streamer, ou Alexandre Mancier, là, qui est chirurgien TikToker avec 800 000 abonnés. Et en fait, je vous mets l'épisode aussi de Solo Nation, allez voir, pour toujours garder sous contrôle son temps sur les réseaux sociaux, notamment quand on est freelance ou solopreneur et qu'on a d'autres choses à faire aussi que juste poster, parce qu'après, on se fait trop avoir par le temps. Alors, une dernière question sur ce point avant qu'on passe à l'avant-dernière stratégie. Le ton, ça, j'ai remarqué que les freelances qui se lancent, ils ont un ton très corpo chiant, un peu, désolé pour vous, mais ils osent pas trop se lâcher et tout. Ça prend du temps, j'imagine, de trouver la bonne tonalité. Mais est-ce que tu as un petit conseil pour nous, peut-être, là-dessus? Alors, si vous osez pas vous lâcher, allez voir un freelance qui a une liberté de ton absolue qui s'appelle Enzo Colucci,
qui dit des énormités. Enfin, allez sur son LinkedIn et vous allez voir ce que c'est que de s'autoriser à avoir son propre ton. C'est pas forcément pour un exemple, mais c'est pour que ça permette de. Lui, il tourne très bien. Il a énormément de demandes. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut avoir un ton presque vulgaire parfois. Il va loin, et pourtant, on pourrait dire non, mais quelqu'un qui monte ses tatouages, qui dit merde, qui dit des insultes, il va jamais accompagner des entreprises sérieuses. Ben non, en fait, il forme des entreprises ultra sérieuses. Il signe des énormes deals avec des gens haut placés, et donc voilà, ça c'est juste pour un exemple. Ensuite, dans le ton, voilà, à la limite, le seul conseil que j'ai à donner, c'est utiliser je. Il faut dire je. Je pense que surtout quand on est dirigeant ou freelance d'ailleurs, dire je, c'est important parce que c'est important d'avoir une posture de ce que j'appelle plutôt la posture d'explorateur où je raconte ce qui m'arrive, je donne mes actus, je parle en mon nom quand je fais des retours d'expertise. Et quand on dit on, nous, il faut, etc., ça fait très donneur de leçons. Et en fait, personne n'écoute un expert qui s'auto-proclame expert. Alors que si on dit je, ça force à dire je pars de mon expérience, je fais un retour, et donc ça va aider certains, pas d'autres, mais je me prends pas pour l'expert machin. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, dans le ton, essayer d'avoir un ton pas familier, mais oral le plus possible. Ça, moi, ça m'aide bien. Généralement, plus ça se rapproche de l'oralité, mieux c'est. Et en plus, ça évite d'avoir une espèce de dissonance entre quand les gens vous ont lu et qui vous ont à la caméra ou en rendez-vous, c'est une autre personne. Non, ça c'est pas bien non plus. Non, mais voilà, donc l'oralité aide. Lisez ce que vous écrivez à haute voix, et si ça sonne bizarre, c'est que c'est peut-être pas encore ça, quoi. Mais faut pas se prendre trop la tête, je pense pas. Bon, excellent conseil. Je te réinviterai pour un volume 2 parce que ça, c'est trop top. Mais là, ce que je te propose, Mathieu, c'est qu'on passe à l'avant-dernier. Tu m'as donné un conseil en préparant cet épisode. Tu m'as dit, faut aussi bien faire attention au mix de posts qu'on fait, parce qu'il y a des posts pour vendre, il y en a qui sont plus pour l'autorité, etc. Donc là, tu vas nous aider à trouver le bon cocktail mix parfait, la bonne mixologie parfaite, pour construire une bonne réputation, mais pour aussi vendre en tant que freelance et solopreneur. Allez, c'est parti. Alors Mathieu, c'est quoi le bon mix de posts? Parce que tu nous as dit, il y a aussi plein de formats de posts différents, par exemple sur LinkedIn, mais je pense qu'il y a aussi plein d'objectifs de posts différents. Tous les posts qu'on va faire ne vont pas avoir pour vocation tout de suite à avoir des rendez-vous dans notre Calendly. Il y en a peut-être qui font monter l'autorité, d'autres peut-être on met des cas clients, d'autres pour vendre. Comment on compose notre petit portefeuille de posts, et c'est quoi ces différentes composantes d'ailleurs? Ouais, c'est une très bonne question. Elle est vraiment importante. Je pense que elle fait toute la différence avec une stratégie et un positionnement similaire. Ça, c'est un paramètre, c'est un curseur qui va faire la différence entre quelqu'un qui crée son autorité et quelqu'un qui galère dans ses contenus avec le même effort. Donc, le mix de posts, attention, ça va être un peu théorique, mais l'idée, c'est de garder en tête qu'il y a 3 types de posts. Là, je parle pas des formats. Un format, quand on parle de format, effectivement, c'est format texte, format vidéo, format carrousel, format sondage sur LinkedIn, ou même format, il y a des articles. Enfin voilà, je parle pas des formats, je parle vraiment du type de post, dans le sens où il a un objectif particulier. Pour moi, il y en a 3 qui sont liés à 3 grands objectifs. Le premier type de post, c'est les posts. J'aime bien démarrer par le plus simple. C'est les posts que moi j'appelle actu ou communication entreprise, enfin communication de mon actu, quoi, quand on est freelance. Et ça, l'objectif en donnant son actu, c'est de parler de ce qu'on fait et donc de ce qu'on vend. C'est une super occasion de parler de son offre. Et donc ça va être par exemple célébrer la réussite avec un client, célébrer un accomplissement, un anniversaire professionnel, un cap qu'on a passé, un lancement d'un podcast, une sortie d'épisode. Il se passe des choses, on avance, il y a des milestones, il y a des caps qui sont franchis, et ça, ou une rencontre, j'ai fait telle conférence, je suis passé dans le podcast de Flavie. Ça, en plus, ça permet souvent de se montrer soi, mais d'essayer de laisser la place aux autres aussi dans sa communication. Souvent, c'est bien d'essayer d'inclure les autres dans ces postes-là actu. J'ai rencontré un tel m'a aidé. Ça peut être aussi le fait de saluer. Moi, je me fais accompagner, je me fais coacher. À chaque fois, je le dis dans un post, je me suis fait coacher par un tel. Voilà ce que ça m'a appris. Donc voilà, ça c'est important. C'est des posts assez simples. C'est voilà ce qui se passe.
Et ça permet à la fois de rester top of mind, on en parlait, de donner confiance parce que il se passe des choses et surtout de parler de ce qu'on fait. Là-dedans, à chaque fois, le but, c'est voilà ce que je fais. Je parle de ce que je fais. Donc ceux-là, ils sont très importants. C'est les posts, je dirais, je pense les plus proches de la vente. Et à l'intérieur de ceux-là, ceux qui sont les plus proches de la vente, c'est vraiment les résultats avec un client ou les cas concrets avec un client. Voilà, j'ai accompagné tel client, on a passé sa visibilité de 10 000 vues par mois à 500 000 vues par mois. Voilà comment on a fait. Voilà, moi, je peux faire par exemple des case studies où je montre par des métriques qu'est-ce que j'ai fait bouger. Ça vend parce que ça m'aide à parler de ce que j'ai fait avec un tel. Et c'est très concret. Ok, donc ça, c'est le premier format vente. Ok, Ouais. Ça, j'avoue, j'en vois pas mal. Je pense qu'après, les gens ne le relient pas assez habilement à leur offre, quoi. Tu vois, c'est un peu genre, bon, bah voilà, j'ai été prof à HEC, point. Je pense qu'il faut quand même finir par dire, ok, ben du coup, c'est pour ça que je donne des conseils en personal branding et vous pouvez me contacter parce qu'il me reste une place en septembre, non? Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Juste reboucler, faire un petit call to action, un petit peu qu'on comprenne comment on fait pour bosser avec toi, quoi. Ok, donc ça c'est le premier type de poste. Qu'est-ce que tu as d'autre en stock? Et tu dis un truc très vrai à la fin de tous les posts. C'est très important qu'il y ait un call to action, donc un appel à l'action, qui est pas forcément un appel à l'action hyper commercial. Mais il faut juste se souvenir d'ailleurs, et quand on est sur LinkedIn, mais je pense quand on est sur Insta, sur les autres réseaux, c'est pareil, qu'un post, c'est une communication et que le chemin des gens, c'est après qu'ils aient vu 1, 2 ou 10 de vos posts, je fais une petite interlude, le parcours logique, c'est qu'ils aillent sur le profil pour découvrir, s'intéresser, puis ensuite peut-être contacter la personne. Donc en fait, s'il y a rien à mettre en bas du post, mettez une petite signature. Ça peut être avec une petite blague, hein. C'est pas obligé d'être chiant. Moi, j'aime bien parfois faire des petites blagues en bas. Les gens, en gros, ils lisent le début d'un post. Si ça les intéresse, ils vont le parcourir, puis ils vont tomber sur la fin. La fin, ça doit mener au profil. Donc, il faut qu'il y ait le nom tagué concrètement sur LinkedIn. Moi, c'est Mathieu. Et souvent, moi, j'aime bien. Alors, soit je mets un truc sérieux parce que j'ai pas d'idée, soit je mets une petite blague et ça fait rire les gens et ils vont sur mon profil. Donc ça, c'est hyper important, l'appel à l'action, parce qu'il faut penser que les gens sont dans un parcours et que l'étape suivante, c'est le profil, hein. C'est pas la vente. Il y a des posts qui aident à vendre, qui sont proches de la vente, mais en fait, les gens, ils vont aller sur le profil si ça a marché. Donc ça, c'était le premier du mix. Deuxième du mix, le deuxième type de post dans le mix, c'est les posts que j'appelle personal branding, ceux-là, qui sont souvent des retours d'expérience. C'est ceux où on se montre un peu, on parle de soi. Et là, l'objectif, c'est de se connecter à son audience par ses valeurs, par son humanité. Et donc là, c'est OK de faire quelques posts. On verra dans le mix quel pourcentage, où on fait des retours d'expérience, où on partage les meilleures décisions personnelles qu'on a prises, alors toujours en rapport avec son expertise, hein, bien sûr. On n'est pas obligé de raconter sa life, mais là, on peut se montrer en photo, faire des retours d'expérience sur soi, raconter un peu en quoi on a progressé, etc. Pourquoi c'est important cela? Il faut pas faire que ça. C'est pas que ça le personal branding, justement. C'est une partie. Parce que quand au milieu de 10 experts, quand quelqu'un va choisir, il va plus se souvenir émotionnellement de Flavie parce qu'elle partage telle valeur, parce que elle a une casquette, qu'elle a l'air cool, qu'elle fait du surf, qu'elle partage quelques valeurs, qu'elle renvoie même parfois juste par l'image. Moi, je sais pas, quand je pense à toi, Flavie, du coup, j'ai beaucoup cet imaginaire t'es une maman solopreneuse surfeuse. Je sais pas pourquoi, parce que tu mets beaucoup de photos. Et donc, je me souviens de toi comme ça. Et en fait, quand le jour où j'ai un choix à faire, bah oui, je me souviens de toi, du coup. Et tu sais que, petit aparté, parce qu'au début, je disais les photos en maillot de bain et tout, j'avais l'air un peu critique, mais donc moi, j'ai quand même chopé un sponsor comme ça, quoi, parce qu'en fait, le PDG de la marque me dit « Ah, mais t'es sur quel spot ?» Je comprends qu'il est surfeur. Okay. Donc, voilà. du coup, on parle de surf en story, tu sais, en reply sur les stories, dès que je vois qu'il surfe et tout. C'est pas que ça qui fait que j'ai eu le sponsoring, mais en fait, voilà, ça aide à avoir une forme de connexion, et c'est entre deux, tu vois, il aura peut-être plus confiance en moi, ou j'en sais rien, peut-être peu de points communs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on choisit ses freelances aussi, tant qu'à faire, hein. On crée une préférence de choix. C'est l'objectif de ces postes-là. C'est vraiment mémorisation, surfeuse, et tu vois, c'est dans ton champ sémantique. Et préférence de choix au moment de choisir. Voilà, c'est juste complètement irrationnel. Mais voilà. En photo et pas en vidéo, parce que là, vous descendrez de votre piédestal de. On veut des vidéos sur Insta. Ok, troisième élément du mix. Là, c'est ceux qui sont difficiles à faire, mais qu'il faut faire. C'est les posts experts. Eux, ils ont pour objectif de renforcer la crédibilité, de vraiment créer l'autorité. Et donc là, ça va être rebondir sur une actu de ton métier, donner ton avis, donner tes insights sur les tendances de ton secteur,
donner ce que tu as appris, les insights exclusifs, ça on en parle juste après sur ton expertise, ce qu'on peut prouver que chez toi, répondre aux objections de tes clients et comment tu fais toi pour résoudre ces problèmes-là. Là, c'est les choses qui vont vraiment parler de ton expertise, parler à répondre aux problèmes de ta cible, partager une veille de contenu sur tes meilleurs contenus que tu lis sur ton sujet. Voilà, tu digères les choses, tu digères une expertise et tu la transmets de manière digeste pour d'autres gens. Et ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ces posts experts. C'est pas ceux qui créent forcément de la mémorisation, c'est vraiment le rôle des autres, mais c'est ceux qui créent de l'autorité. On se dit, ah, je l'aime bien, et en plus, lui, il est solide. Ouais, il est solide. Ça, c'est vraiment important. Donc, si je récapitule. Je crois que j'aurais tendance à enregistrer. Tu vois, quand je vois chez les autres, je me dis, tu vois, je le garde pour plus tard. Ah ouais, celui-là, si j'ai besoin d'un, tu vois, des fois, je vois des freelances. Ah, si j'ai besoin un jour si j'ai de la thune pour bosser sur ce sujet. Voilà, je suis d'accord, ça me ferait flécher vers ce freelance. Effectivement, c'est soit des méthodes. En fait, il y a deux angles, deux approches pour faire ces posts experts. C'est soit des posts très how-to, comment faire. Donc là, on peut donner sa méthode, son framework, un guide, il y a des lead magnets, des étapes pas à pas pour faire ça. Soit, ce qui est intéressant aussi, c'est de donner une analyse haute des tendances du secteur, d'un truc qu'on a décrypté parce que ça fait longtemps qu'on est là-dessus et que les autres voient pas forcément, et qui crée un peu ce truc de je me sens plus intelligent quand j'ai lu ça. Et donc ça c'est des posts qui sont très importants. Donc voilà, le mix, c'est post actu, vendre, post personal branding, c'est des retours d'expérience pour créer la mémorisation et la préférence, et post expert pour installer crédibilité et autorité. Ok, et alors, j'ai pas dit le pourcentage à tes lèvres depuis tout à l'heure, parce qu'on s'attend à c'est quoi le bon mix, tu vois, sur 100% ou sur mes 3 posts par semaine, comment je ventile entre ces 3 types de posts? Moi, je dirais pour un freelance, 80% expertise métier, 20% actu et 40% personal branding ou retour d'expérience pour un freelance qui se lance. Et après, plus que 100%. Pardon, j'ai dit quoi? Moi, je voulais dire 40, 20, 40. Pardon. 40 expertise, 20 actu et 40 personal branding, retour d'expérience. C'est pour se lancer. Je me serais attendu à ce que tu dises un peu moins de personal brand, mais c'est marrant comme quoi. Mais non, mais t'as raison, je pense, parce qu'un freelance, vraiment, c'est pas un recrutement, c'est quelqu'un aussi avec qui je dois avoir envie de travailler, quoi. Ouais, attention, ça c'est quand on se lance, parce qu'au début il faut installer son personnage, et donc dans les posts personal branding où on parle de soi, de son histoire, de ses valeurs, où on met sa photo, on crée de la mémorisation plus vite. On peut le faire avec moins, mais en fait si on est vraiment inconnu au début, c'est hyper dur de créer de la mémoire sans utiliser la puissance de l'image et de l'histoire. Ensuite, par contre, à mesure qu'on avance, par exemple moi aujourd'hui, après 3 ans quasiment, j'ai beaucoup moins de posts personal branding, je fais 70% expertise. Et en fait, plus on avance, plus on peut faire de l'expertise. Mais en faisant ça dès le début, c'est super dur, parce que quand t'es l'expert, mais quand tu fais des posts experts, mais que t'as pas encore l'autorité installée, la jauge d'autorité installée, les posts experts, ils font 2 likes. Donc moi, un même post expert que je fais aujourd'hui, il marche beaucoup mieux que si je le faisais il y a 3 ans. C'est normal. J'ai un truc qui s'est construit, qui s'est installé. Donc ce mix, il bouge. Une petite question pour les podcasteurs. Il y en a plein qui nous écoutent, les podcasteuses. Tu le mets dans quelle catégorie? Parce que c'est un peu chiant. T'as un épisode qui est sorti, tu veux en faire la promo, mais c'est quand même pas évident de faire la promo c'est un peu chiant, c'est le genre de post que personne va liker. Comment tu le tournes? Et est-ce que tu le mets dans actu ou tu peux le mettre dans n'importe quelle catégorie? C'est quoi tes recommandations? Quand tu postes un épisode de bonne réputation, tu fais quoi? Ouais, pour moi, il y aurait 2 choix, ce serait soit expert, soit actu. Donc, on pourrait faire un post expert où on raconte un peu un élément d'expertise qui a été dans le podcast, et vous avez la suite dans le podcast. Mais ça, j'ai remarqué que ça marchait pas super bien. Moi, ce que j'aime bien dans les podcasts d'interview, parce que si c'est pas un podcast d'interview, si c'est un truc solo, il y a pas le choix, ça va être un post expert avec un schéma, une infographie, etc. et retrouver tout le truc dans le podcast. Après, pour des podcasts d'interview comme ça, moi je les mets dans actu, et en fait j'ai pour habitude de faire un portrait de la personne qui est mon invité, et des posts portraits où j'essaie de raconter l'histoire de mon invité, en quoi ce qu'il ou elle a fait c'était difficile mais extraordinaire, et que ça peut apporter quelque chose à ceux qui vont écouter le podcast. Ça marche bien, et ça, là pour moi, pour le coup, tu vois, pour moi c'est une occasion de donner de la place aux autres dans ma com. Et du coup, dans ma com, on voit beaucoup d'autres gens, et je pense que intuitivement, implicitement,
de l'extérieur, avec le temps, les gens se disent ah ouais, Mathieu, il a un bon réseau, il voit du monde, tu vois. Et donc c'est, tu vois, quand je vais faire un post, qui te présente avec l'épisode qu'on a fait sur bonne réputation. Ah tiens, Mathieu, il connaît Flavie. Et je pense que ça aide aussi à créer des liens entre les réseaux des personnes. Donc ouais, j'utilise comme ça. Je conseille aussi, je l'ai fait là pour des cas clients de l'incubateur. Je suis allée récupérer les progrès des gens et puis je leur ai demandé est-ce que tu veux qu'on fasse un cas. Et tu sais, j'ai fait des portraits genre Laetitia, Bérangère, Cyril, machin, comment ils ont scalé, et les gens ils ont adoré parce que ça fait un peu comme un petit feuilleton aussi, et c'est moins relou que de dire voilà, l'incubateur c'est génial. Enfin, oui, c'est génial, mais en fait, si c'est toi qui l'as créé et qui le dit, ça fait un peu une dissonance cognitive, alors que quand tu montres des exemples de personnes qui ont suivi les méthodes et qui ont progressé, c'est encore mieux. Et comme tu dis, moi, je suis contente de laisser la place aux autres. Ok. Bon, bah, écoute, est-ce que tu as un dernier petit conseil ou défi à nous donner sur ce bon mix, pour nous? Pour le mix de posts, c'est le plus simple, ça reste les actus. Je pense que le lister tout ce qui s'est passé le mois précédent ou tout ce qui va se passer dans le mois prochain, qui peut être important pour votre business, un cap, etc. Commencez par ça, vous allez voir, ça va débloquer déjà pas mal de choses. Et chronométrez-vous 5 minutes et listez 10 choses qui se sont passées ou qui vont se passer et dont vous pouvez parler. Sur la partie expert, c'est ce qu'on va voir juste après, donc je le garde pour juste après. Ok. Eh ben, écoute, sans plus attendre, le suspense étant à son comble, dernier conseil pour augmenter votre niveau, votre bonne réputation sur Internet. C'est parti, on va le découvrir avec toi, Mathieu. Let's go. Alors, tu m'as parlé d'un conseil que je vois, moi, parce que je suis vraiment dedans depuis 5 ans, etc., que j'adore. Mais je pense que les freelances et solopreneurs ne connaissent pas ce conseil pour avoir une exceptionnelle réputation, et notamment une réputation d'expert en ligne, ce qui est très, très important quand tu vends ton temps, ton jus de cerveau, en tant que consultant notamment. Le conseil, c'est les insights. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, et puis nous expliquer comment le manipuler, comment le manier pour justement sortir du lot? Ouais, bien sûr. Les insights, c'est ce qui est génial en fait, c'est que c'est un élément qui est accessible à tous et qui permet de construire son autorité. Tu vois, autant avoir un super design, des super photos, des super vidéos, plein de moyens, il y a plein d'éléments pour construire son autorité visuellement, etc., qui sont pas accessibles à tous. Autant le jeu de cerveau et les insights, et là on va puiser vraiment dans l'expertise et l'expérience. C'est vraiment accessible à tous. Il faut juste se poser 1 heure et avec un papier, un crayon et écrire. Et donc, moi, qu'est-ce que je définis par les insights? C'est sur ton expertise. Qu'est-ce que tu sais que je peux pas trouver facilement sur Google? Qu'est-ce que tu sais que je peux pas trouver facilement sur ChatGPT? Et en fait, c'est pas forcément un truc incroyable, mais c'est un mélange d'expertise peut-être qu'on pourrait trouver, mais qui est liée à ton expérience. Ça veut être une règle qu'on t'a jamais explicitement dite, mais que t'as comprise un peu à la dure, tu vois. Et donc ça, c'est des insights. Et donc, je vais donner des exemples après, mais c'est pas une idée. Pour moi, c'est ton point de vue sur une idée. Je vais prendre un exemple sur mes insights à moi. Je vais prendre un exemple. Par exemple, une idée, ça pourrait être écrire un post qui vend. Moi, je vais dire, je vais dire mon insight, c'est après avoir écrit 2000 posts pour mes clients et moi, j'ai remarqué que tous les posts qui vendent contiennent à minima ces 3 éléments. Et je vais donner les 3 éléments que j'ai remarqués sur 2000 posts écrits qui sont indispensables pour avoir un post qui vend. Ça va être un appel à l'action, un truc, etc. Et donc, ça, c'est un insight. Par exemple, j'ai remarqué, je vais donner d'autres exemples d'insights, que ça, on peut pas trop trouver sur Google, c'est moi qui l'ai dit. Et c'est quelque part, c'est aussi presque un peu mon opinion, mais juste, je suis prêt à la défendre. Ça peut être, on est tous tu vois, sur LinkedIn, on est tous à X posts de notre objectif business. Moi, je pense qu'on est tous à X posts et que ce nombre X, c'est entre 20 et 50, quoi. On est tous à entre 20 et 50 posts. Et notre objectif, c'est de réduire ce X au maximum. C'est ça le vrai objectif. Et il y a plein de manières.
il y a plein de manières, tu vois, de le réduire. Ouais, pardon, Je vais excuse-moi. peut-être en citer, tu vas me dire Ouais, si c'est vrai ou pas, parce que du coup, mes auditeurs, auditrices, peut-être qu'ils m'ont déjà entendu dire des choses comme ça. Et moi, je pense que je commence à en avoir des bons parce que ça tout fait le monde en 5 ans a. que Mais c'est sûr. je bouffe avec des freelances, je pars en co-living avec eux, je suis partie surfer avec eux, je suis dans l'incubateur, tu sais, je les coach, donc je vois un peu. Dans mes insights, il y a par exemple free mais pas libre. Donc c'est le côté je suis freelance, j'ai l'impression que je vais vivre la grande Ouais, vie et tout. Et en fait, tous les freelances que je connais qui font du chiffre d'affaires bien, c'est-à-dire à hauteur de leur objectif, ils ont aucune liberté, j'exagère, mais en tout cas vraiment, ils n'ont pas beaucoup parce qu'ils vendent leur temps et donc voilà. Et tu vois ouais, ça, quand je l'ai chopé pour moi, je me suis dit putain, ça a l'air d'être pareil pour mes potes. Et en fait, c'est de là que découle la nécessité de scaler. Euh, Après, j'en ai un autre là récent que je ouais, commence à voir, c'est les IA-preneurs. Donc les ouais. IA-preneurs, c'est les mecs, ils ont tout fait avec ChatGPT, leur offre, leur persona, leurs médias, leur newsletter, leurs produits, et ils viennent me voir en me disant, bah j'ai pas besoin de l'incubateur solopreneur parce que j'ai tout fait avec l'IA. Et en fait, tout est pourri parce que comment dire, il n'y a pas eu trop de recherche derrière. Ça a été un peu livré sur un plateau en 5 minutes et du coup, ils n'ont pas été au contact de leurs clients et donc c'est pas forcément un bon produit à lancer. Est-ce que c'est des insights ça ou pas? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? ouais, carrément. C'est des choses que tu as découvertes et que tu vas pas lire comme ça. Et tu vois, et ça peut être aussi teinté de ton opinion, parce que c'est forcément teinté de ton expérience, tu vois. Donc Hmm. ouais, ouais, carrément. C'est des trucs que tu as découverts et qui peuvent faire un peu. Ça va pas être waouh pour tout le monde, mais pour pas mal de gens qui ont pas fait le chemin, ça va peut-être être waouh, tu vois. Tu sais à quoi je repère? Parce qu'en fait, parfois, je reçois des messages et les gens, ils me disent, alors, j'ai écouté tous tes podcasts et je suis exactement, comme tu dis, je suis, entre guillemets, là, ils mettent des guillemets, je suis salarié diversifié, non, je suis salarié déguisé et donc, du coup, je suis vraiment monoclient et nanana. Et là, je me dis, ah bah tiens, c'est vraiment des mots-clés que moi, j'utilise souvent, Ouais. donc c'est peut-être un peu des insights. Ouais, non, mais carrément, carrément. Donc voilà, c'est juste, voilà, ça doit pas être des choses forcément, encore une fois, extraordinaires, mais c'est des trucs qu'on a constatés, qu'on a trouvés et qu'on peut expliquer avec des exemples. Parce que ce que ne peut pas faire ChatGPT, écris-moi un post là-dessus, c'est le teinter d'exemples concrets avec lesquels on peut vraiment imager le propos, tu vois. Par exemple, Et tout à qu'est-ce l'heure, que... j'en ai lâché un, Mhm. c'était un dernier, mais qui est pas extraordinaire, c'est que par exemple sur LinkedIn, parce que là on parle quand même de gens qui peut-être de personal branding, donc de prendre la parole sur LinkedIn, le KPI, la métrique la plus importante, c'est pas les likes ou les vues de post, hein, c'est le nombre de visites sur le profil. On est sur un parcours, on fait du marketing et donc on est sur un parcours où moi j'ai mesuré, j'ai la data et un peu je viens du e-commerce avant, donc je mesurais le trafic et les taux de conversion. S'il n'y a pas de visite sur le profil, il y aura jamais d'opportunité, quelle qu'elle soit, que ce soit un rendez-vous, etc. Et donc moi, ma métrique qui est directement corrélée au nombre d'opportunités que j'ai, c'est le nombre de visites sur le profil. Ça, c'est un insight que j'ai de LinkedIn et qui me vient aussi de mon passé de e-commerçant. Je le sais. On est sur une page de vente et à un moment, c'est obligé. Ouais. J'adore. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces insights? Parce qu'on les présente comment? Alors, t'as dit que c'est facile de les trouver. C'est pas Moi, facile. enfin, je vois ton côté méritocratique là, qui machin, mais il faut quand même un cerveau, faut quand même lire, faut quand même regarder ses clients, les voir. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup. Des fois, les gens, ils sont un peu dans leur bulle. Hein. Ouais. Ils font des copier-coller des méthodes qu'ils voient, donc ça demande quand même un petit peu d'originalité, quoi, d'impertinence même parfois. Ouais. Mais alors, le truc qui est accessible à tout le monde, c'est de se poser 1 heure et Mm. de déjà d'essayer de lister par soi-même, sans aucun jugement. Il y aura peut-être des trucs nuls, c'est pas grave. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai observé sur telle expertise? Et peut-être qu'il y aura rien de grandiose au début. Mais le fait de l'avoir fait, ensuite, quand on écoute un podcast de Flavie, quand on lit un livre business, quand on lit quelqu'un d'autre, on va faire des croisements d'idées. Et petit à petit, il y a des trucs, il y a des liens qui vont se faire. Et donc, en fait, c'est une note permanente. Tu vois, Moi, j'ai une note. J'ai une ouais, note dans moi, mon iPhone quand j'ai des mini-idées, même si elle est pas bah, ouf. Après, je la relis des fois un mois. Après, je me dis, c'est dégueulasse ce truc, je le balance. Mais bon, parfois, il y en a exactement. qui restent. J'ai un WhatsApp avec moi-même. Moi, en fait, et effectivement, c'est dans les conversations ou dans les lectures, moi, que je les trouve. Mais si j'ai pas fait l'effort intentionnel à un moment de me poser et de les lister, ben, j'ai pas de lien qui se crée. Il faut une base pour créer des liens, si tu veux. Il faut un appui Mm. quelque part. Donc ça se fait pas d'un coup, mais et ça se fait dans le temps. Mais il faut l'avoir, il faut que ce soit une démarche intentionnelle et après, ensuite, ça devient un réflexe. Et comment on les distribue, ces insights? Après, ça, c'est dans les posts experts, justement. Ça, c'est le Mm. défi à faire. Mettez-vous 1 heure à lister vos insights, même si c'est dur, et créez-vous une note avec vous-même sur WhatsApp pour tout noter dès que vous avez une idée. C'est que, en fait, ensuite, ça devient des posts, par exemple.
Par exemple, l'histoire du mix de posts que j'ai dit juste avant, c'est un insight à force d'itérer sur mes clients et d'observer ce qui se passe. Et ben, je suis capable ensuite de faire un post où je dis j'ai accompagné tel client, on a doublé sa visibilité et on lui a permis d'atteindre tant de chiffre d'affaires grâce à ce mix de posts. Et là, c'est comme ça que je vais le distribuer, par exemple, sur base d'un exemple concret où je vais dire Laurent, il est passé de ça à ça parce qu'on a fait 30% de postes un tel, 40% de postes et je donne les exemples des postes. Et donc voilà comment je livre mon insight. Je dis voilà, en fait, faites gaffe à votre mix, c'est ça qui joue. Il avait tel mix, on a fait tel mix et ça a tout changé. Et c'est comme ça qu'on va le distribuer. Trop bien. Bon, écoute Mathieu, c'était absolument passionnant, mais faudrait qu'on fasse un volume 2, 3, 4, donc reste dans les parages. Racontez-nous du coup ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous allez mettre en place, votre défi. Laissez-nous une petite note aussi sympa sur votre app de podcast ou sur YouTube si vous passez par là. Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut que tu nous accompagnes sur tout notre personal branding et notre autorité sur Internet? LinkedIn, mon LinkedIn, Mathieu Bernard. Alors, on est plein de Mathieu Bernard, mais vous devriez réussir à me trouver. Mathieu Bernard, il y a tous mes liens dessus. Je réponds à tous les messages sur LinkedIn. Et sur mon LinkedIn, il y a mon site, il y a le lien vers mon podcast Bonne Réputation, il y a le lien vers ma newsletter, le carnet de Mathieu. Allez, je mettrai aussi les liens dans la newsletter, comme ça vous n'êtes pas perdus. Merci à toutes et à tous d'avoir passé ce moment pour augmenter votre réputation de freelance et solopreneur sur Internet. J'espère que ça vous a aidé et plu autant que moi j'ai kiffé cette conversation avec Mathieu. Et je vous dis à la prochaine dans les prochains épisodes du Board. Salut les solos. Merci beaucoup Flavie. Salut les solos. Ciao.